Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des sites et applis de rencontres en France. C'est vrai que c'est un univers immense, hein, on va des très connus aux plateformes beaucoup plus niches. Absolument, un vrai foisonnement. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on s'est appuyé sur pas mal de choses. Des comparatifs récents, des guides, une analyse juridique aussi assez pointue, Mhm. des conseils de sécurité, et puis surtout beaucoup de témoignages d'utilisateurs, parfois assez directs, hein, trouvés sur des forums, dans des vidéos. Oui, des retours terrain, quoi. Voilà, l'objectif c'est un peu de cartographier tout ça, comprendre comment ça marche, les coûts, mais surtout la réalité vécue derrière l'écran. Bon, alors on y va. Allons-y. On commence par les poids lourds forcément, Tinder, tout le monde connaît le swipe, Metic aussi, le pionnier français, qui essaie de s'adapter d'ailleurs en organisant des événements et tout ça. Exactement. Ça, c'est la base, on va dire. Mais ce qui est vraiment fascinant quand on regarde les sources, c'est l'explosion des niches. C'est assez incroyable. Ah oui. Oui, on voit émerger des plateformes hyper spécialisées. Par exemple, pour les personnes neuroatypiques, on a Atypico ou Iki. Là, l'accent est mis sur la bienveillance, des profils très détaillés, pour essayer de créer du lien plus profond, quoi. D'accord, donc on sort du modèle unique. Complètement. Et ça va très loin, cette spécialisation. Tu as des sites pour les plus de 50 ans, comme Disons Demain. Elite Rencontre, ça vise les professionnels qui ont certaines exigences. Mhm. Les communautés LGBTQ+, ont leurs propres espaces, Grindr, Air, etc. Même chose pour les communautés religieuses, Christian Mingle, My Muslim. Et puis, même par centre d'intérêt, la musique avec TastePuds ou l'astrologie avec Align. C'est fou cette segmentation. Et au-delà du public, il y a aussi des concepts différents, non? Oui, tout à fait. C'est l'autre grande tendance. Bumble, par exemple, où ce sont les femmes qui doivent faire le premier pas, Ah oui, ça change la dynamique. carrément. Ou Adopt, avec ce concept un peu décalé de mettre au panier. Fruits, qui essaie d'afficher les intentions dès le départ avec des fruits, c'est assez ludique. Original. Et puis t'as Once, qui prend le contre-pied total de la quantité, en proposant un seul profil par jour, pour privilégier la qualité, en théorie. Donc, une variété impressionnante de concepts. Bon, la promesse est alléchante, hein, avec toute cette diversité. Pourtant, quand on creuse un peu les témoignages d'utilisateurs, surtout masculins d'ailleurs, sur Reddit ou dans des vidéos, le tableau est souvent moins idyllique. C'est vrai. Ce sentiment de supermarché humain, de catalogue où on choisit sur photo, ça revient tout le temps. C'est une critique majeure, oui, qui ressort très fort des retours d'expérience. Et c'est souvent lié à une asymétrie assez frappante. C'est-à-dire? D'un côté, beaucoup d'hommes décrivent une vraie galère pour obtenir des matchs. Certains disent même qu'il faut être dans le top 10%, des profils les plus attractifs pour exister un peu. Ah oui, quand même. Et de l'autre côté, paradoxalement, beaucoup de femmes témoignent être complètement submergées de messages, de sollicitations, ce qui peut entraîner un manque d'investissement dans les conversations. C'est difficile de répondre à tout le monde. Oui, je comprends. Et du coup, ça explique sans doute les frustrations qu'on lit partout. L'impression de perdre un temps fou, beaucoup d'énergie, parfois de l'argent aussi avec les abonnements, Mhm. pour finalement peu de résultats concrets. Et puis l'impact sur l'ego, l'estime de soi, certains parlent même de déprime, le manque de sérieux, les conversations qui mènent nulle part, le fameux ghosting. Ah oui, le ghosting. C'est un refrain constant dans les témoignages. C'est vrai que ces expériences négatives sont très très présentes dans les sources qu'on a pu consulter. Alors attention, il faut nuancer. Bien sûr que des couples se forment, il y a des histoires positives qui naissent de ces plateformes. Heureusement. Oui, heureusement. Mais si on regarde le volume des témoignages qui décrivent plutôt la déception, la difficulté, ces succès ont l'air d'être, peut-être pas la norme pour une majorité d'utilisateurs. C'est l'impression qui se dégage. D'accord. Et si on dépasse l'expérience perso, il y a toute la question de la sécurité, du cadre légal. Et là aussi, c'est pas si simple, si j'ai bien compris. Non, en effet. Alors, les plateformes, en France, elles ont des obligations légales, hein. La LCN, le RGPD. Elles doivent modérer les contenus, protéger les données personnelles, ça c'est clair. Ok. Par contre, leur responsabilité juridique, elle est souvent limitée à ce qu'on appelle une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'elles doivent mettre en œuvre des efforts raisonnables pour sécuriser la plateforme, pour lutter contre les abus, mais elles ne peuvent pas garantir à 100% qu'il n'y aura jamais de problème, genre une arnaque sentimentale ou du harcèlement. C'est pas une obligation de résultat. D'accord. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que les sources montrent bien que les risques sont réels, quoi. La collecte de données, on ne sait pas toujours ce qu'ils en font. Exactement.
Les failles de sécurité possibles, et puis bien sûr les faux profils, les brouteurs comme on les appelle, Oui, les arnaqueurs. les photos qui n'ont rien à voir avec la réalité, le harcèlement aussi, c'est présent. Absolument. Et puis, il y a ce défi de la vérification d'identité. C'est un vrai casse-tête. Elle n'est pas obligatoire en France, hein. Non, pas de manière généralisée. La rendre obligatoire, ça pourrait peut-être améliorer la sécurité, c'est vrai, mais ça pose d'énormes questions sur le respect de la vie privée. C'est un équilibre super délicat à trouver. Je vois. Et donc, face à tout ça, les sources insistent beaucoup sur la responsabilité individuelle, la prudence. C'est ça. Les conseils qui reviennent, bon, ils sont assez classiques mais essentiels. Utiliser un pseudo, une adresse mail dédiée pour ça, faire gaffe aux infos qu'on partage au début, Ne pas tout déballer tout de suite. voilà. Se méfier évidemment des demandes d'argent, des liens suspects, et puis pour la rencontre en vrai, toujours un lieu public la première fois, prévenir un proche, et surtout faire confiance à son intuition. Hmm. Si quelque chose cloche, si on le sent pas, ben faut écouter ça. D'accord, donc si on essaye de résumer un peu ce qui ressort de tout ça, d'un côté, on a une accessibilité incroyable, une diversité d'options pour rencontrer des gens, c'est inédit, C'est vrai. mais de l'autre, une expérience qui est souvent décrite comme superficielle, avec un certain déséquilibre homme-femme, et puis des risques bien réels pour la sécurité et pour le moral aussi. C'est une bonne synthèse, oui. Naviguer là-dedans, ça demande donc pas mal de lucidité, je pense. Savoir gérer ses attentes, pour pas tomber de trop haut. Ouais. Et puis une vigilance constante. L'authenticité, la prudence et peut-être une certaine résilience face aux déceptions, ça semble être des clés importantes, d'après ce que les utilisateurs eux-mêmes racontent. Et pour finir, une petite réflexion un peu provocatrice peut-être, tirée d'une vidéo d'un utilisateur qui semblait vraiment épuisé par tout ça. Ah oui, oui. Il se demandait si finalement, face à cette fatigue du virtuel, la solution c'était pas de revenir à des choses plus simples, plus organiques. Le bouche à oreille, les rencontres via des activités communes. Un retour aux sources en quelque sorte. Voilà. Et ça amène une question, je trouve. Est-ce que cette technologie qui est faite pour nous connecter ne rend pas paradoxalement les rencontres authentiques plus compliquées? Ça laisse songeur, non? C'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir en effet.